Choc révèle que le nombre de morts à Gaza serait 40% plus élevé qu'annoncé. 14 000 nourrissons menacés par la faim. L'humanité vacille face à ce génocide silencieux. La coalition Sénégal-Palestine appelle au boycott d'Israël et de ses moutons pour la Tabaski. Une diplomatie de la dignité portée par la rue sénégalaise. Enfin, à Pékin, ils portent des tonnes sur leurs épaules pour quelques pièces par jour. Des jeunes dockers venus de tout le pays luttent pour survivre dans un métier brisé d'efforts. Pas de contrat, pas de sécurité, seulement l'espoir de ramener un repas à la maison. Dans l'ombre du port se lève le drame quotidien d'une jeunesse sacrifiée. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. L'ancien ministre du Développement industriel et des PME, Moustapha Diop, placé sous mandat de dépôt. Le maire de Louga est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur 930 millions de francs CFA liés à un stock de masques qu'il gérait durant la pandémie de Covid-19. Il a été entendu par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Compte rendu Mamoudou Kanti. L'ancien ministre du Développement industriel, Moustapha Diop, a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi à Dakar. Le maire de Louga, poursuivi pour détournement présumé de fonds publics dans le cadre de la gestion du fonds Covid-19, a comparu devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Dès 10 heures, il est arrivé au tribunal hors classe de Dakar, accueilli par son avocat Maître Oumarioum et une foule de militants et sympathisants venus le soutenir. Certains ont récité des prières, d'autres lui ont adressé des mots de réconfort avant qu'il ne rejoigne la salle d'audition. Vers 11 heures, il a été conduit dans les locaux de la cour d'appel pour être entendu par les juges instructeurs. Après plus de 3 heures d'audition, la décision est tombée. Moustapha Diop est placé sous mandat de dépôt. Une décision qui a provoqué la consternation chez ses partisans. Ils sont retournés à Louga sans leur maire, visiblement abattus par l'issue de cette journée. En bref, dans un autre dossier brûlant, la Cour suprême du Sénégal a annulé le décret présidentiel numéro 2023-2152 portant nomination des membres de la Sénat. Cette décision historique renforce l'état de droit en jugeant illégale l'initiative du pouvoir exécutif. Elle fait suite à un recours introduit par Maître Abdoulaye Tine et l'expert électoral Ndiaga Sylla qui dénonçait notamment la violation du principe de permanence de la Sénat et une atteinte aux droits fondamentaux des électeurs et le non-respect des standards internationaux d'impartialité électorale. Sur le terrain de la mémoire historique, les autorités sénégalaises passent à l'action. Des fouilles archéologiques ont débuté sur le site de l'ancien camp militaire de Thiaroye et dans son cimetière militaire, là où reposeraient des victimes du massacre de 1944. Cette initiative répond à une demande de nombreux chercheurs sénégalais et pourrait permettre de réévaluer le bilan humain de cette tragédie longtemps occultée. L'accès au cimetière de Thiaroye est fermé depuis 2 mois en raison des fouilles archéologiques sur les lieux. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'avait annoncé le 19 février 2025. Les fouilles ont donc commencé à Thiaroye. Toute la vérité devra sortir de terre et se manifester. Tout sera beaucoup plus clair sur le massacre des tirailleurs sénégalais, anciens combattants de l'armée française, tués par leurs propres frères d'armes pour avoir réclamé leur prime de démobilisation le 1er décembre 1944 par l'armée française. Le but de ces fouilles archéologiques sur le site de l'ancien camp militaire de Thiaroye où étaient logés les tirailleurs sénégalais et dans le cimetière militaire de Thiaroye est de faire la lumière sur le bilan exact de ces événements sanglants de la colonisation. Le gouvernement sénégalais reproche à la France la rétention de documents d'archives permettant de connaître le bilan humain exact. Si le bilan officiel du massacre des tirailleurs sénégalais est fixé à 35 morts, il est estimé à plus de 300 par certains historiens. En plus du nombre de tirailleurs tués, il existe encore des zones d'ombre sur leur identité et sur le lieu de leur inhumation. Les fouilles archéologiques devraient donc permettre de localiser les fosses communes
où pourraient être enterrés des tirailleurs sénégalais, ce qui permettrait de déterminer le nombre exact de victimes et les circonstances précises de leur mort. Les résultats de ces fouilles archéologiques sur le massacre de Thiaroye 44 vont certainement étoffer le rapport tant attendu du comité de chercheurs mis en place par les autorités sénégalaises en avril 2024. Un rapport devrait être remis depuis le 3 avril, mais qui a été reporté. Pour rappel, en fin novembre 2024, le massacre avait été reconnu comme tel par la France. Sur le front énergétique, un pas décisif a été franchi ce jeudi par les présidents Bassirou Diomaye Faye et Mohamed El Ghazouani qui ont visité ensemble la plateforme gazière Grand Tortue Armeim accueillie par les partenaires du projet BP Cosmos Énergie, Petrosen et la SMH. Les deux chefs d'État ont célébré une coopération stratégique. L'entrée du Sénégal et de la Mauritanie dans le cercle des exportateurs de gaz naturel liquéfié symbolise une nouvelle ère de souveraineté énergétique et de prospérité partagée. Et sur le plan international, le drame palestinien continue de choquer. Selon une étude de The Lancet, le nombre réel de morts à Gaza pourrait être 40% plus élevé que les chiffres officiels, soit entre 55 000 et 78 000 victimes, sans compter les 14 000 nourrissons menacés par la famine. Face à cette situation, la coalition Sénégal-Palestine appelle au boycott d'Israël et exhorte le gouvernement a rappelé son ambassadeur. Il y a de cela 2 jours, le bilan humain du génocide israélien sur Gaza, débuté le 7 octobre 2023, faisait état de 53 000 morts, selon les organisations humanitaires internationales et les autorités palestiniennes. Le nombre réel de décès serait 40% plus élevé, à en croire une étude publiée par The Lancet, soit entre 55 000 et 78 000 décès, sans oublier que 14 000 nourrissons pourraient s'ajouter à cette longue liste. Le Sénégal, de par son rang, ne devrait pas rester à faune. Un minimum attendu serait la convocation de l'ambassadeur israélien pour exprimer l'indignation de notre pays face aux actes commis contre les Palestiniens. Autre plan de riposte, le boycott des moutons de Tabaski, gracieusement offert par l'État israélien. Nous lançons un appel solennel aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Refusez catégoriquement les moutons. Nous considérons que consommer les moutons offerts par l'ambassade d'Israël équivaut symboliquement à manger la chair des enfants palestiniens. Nous appelons également les artistes, toutes disciplines confondues, à ne pas répondre aux invitations de l'ambassade d'Israël. Et enfin, une campagne nationale de sensibilisation pour que les athlètes israéliens ne puissent pas participer aux prochaines Jeux olympiques de la jeunesse. Pour demander la non-participation des athlètes israéliens aux Jeux olympiques de la jeunesse JOJ de Dakar en 2026. Dans ce cadre, nous appelons les établissements hôteliers et sites touristiques à décliner les réservations provenant des citoyens israéliens dans les jours et mois à venir. La Palestine vivra, la Palestine vaincra. Ce triptyque traduira ainsi le rejet systématique des largesses de l'ambassade d'Israël, selon la coalition Sénégal-Palestine. Et dans le contexte de la Tabaski à Kaolack, les moutons arrivent progressivement au forail. Toutefois, selon Khalidou Ba, président des éleveurs de Kaolack, c'est la cherté des prix qui préoccupe les clients malgré les efforts du gouvernorat pour régler les problèmes logistiques. Le coût élevé de l'aliment de bétail reste un frein majeur. Nous gardons espoir car il y a suffisamment de moutons et il reste aussi des moutons qui doivent être acheminés ici à Kaolack. Mais c'est l'argent qui fait défaut. C'est vrai que cela inquiète les vendeurs car il n'y a pas assez de clients. Les rares personnes qui passent nous demandent juste le prix et ces derniers jugent que le prix reste inaccessible. Alors nous gardons espoir. Mais si tu as 80 000, tu ne peux pas avoir un mouton qui coûte 450 000. Ça aussi c'est un problème. Ici, au niveau du forail, nous avons des moutons, mais c'est la cherté qui pose problème. Les clients viennent petit à petit, mais bon, nous gardons espoir, parce que ce n'est pas encore la fin du mois. Oui, ici, les difficultés ont été exposées lors du CRD préparatoire. Les vraies préoccupations étaient l'accès à l'électricité, notamment des lieux de commerce, la sécurité dans les forails et l'addition d'eau potable. Tous ont été réglés.
Seulement, il reste l'aliment de bétail qui reste très cher. À Pékin, de jeunes Sénégalais affrontent une réalité sociale rude. Fuyant le chômage, beaucoup se tournent vers le métier de docker, une activité éprouvante consistant à charger et décharger des sacs de marchandises pour quelques centaines de francs par sac, souvent 200 à 300 francs CFA pour chaque journée est une lutte pour subvenir aux besoins familiaux malgré la pénibilité du travail et l'absence de perspectives durables. Marche syndicat est devenu un lieu de convergence pour bon nombre de jeunes qui cherchent à gagner à leur sueur pour subvenir à leurs besoins personnels et familiaux, peu importe la dimension de l'activité qui s'offre à eux. Je pratique cette activité, c'est pour aider ma famille, subvenir à mes besoins. C'est pourquoi je suis là tous les jours à pratiquer cette activité. Le travail n'est pas aussi facile, il faut de la force et le courage. Ces jeunes sont des dockers. Vous voyez, le travail n'est pas facile. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Mais nous tenons bon parce que, voilà, c'est ainsi. Il faut que nous travaillons pour avoir quelque chose. Ces dockers chargent, déchargent ou transportent des marchandises par leur tête ou épaules. Ils frottent plus ou moins les mains. Nous travaillons, mais il faut savoir que nous ne frottons pas assez bien les mains. Leur bravoure et discipline témoignent. Ces jeunes sont braves, ils sont disciplinés et vraiment ils ont un bon comportement. La plupart d'entre eux ont des qualifications, ils s'adonnent à cette activité malgré pour ne pas tendre la main. Ils invitent l'État à booster des actes forts pour booster la politique de l'emploi et la réinsertion des jeunes. Éducation, la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève de 24 heures renouvelable assortie d'une journée sans ticket à l'université Gaston Berger. Elle dénonce le non-démarrage des travaux du village haut et du chapiteau du restaurant numéro 2, l'absence de Wi-Fi et l'insécurité persistante sur le campus. Les étudiants appellent les autorités à réagir sans délai pour répondre à leurs revendications. Parce que la coordination des étudiants de Saint-Louis avait décrété la semaine passée 48 heures puis 72 heures de journée sans ticket pour alerter et rappeler à l'autorité ses engagements. Le ministère de l'Enseignement supérieur avait pris des engagements de livrer les chantiers de l'université Gaston Berger de Saint-Louis au mois de juillet. La coordination des étudiants de Saint-Louis a noté encore une fois le manque de volonté notoire que fait montre le ministre de l'Enseignement supérieur. Le DMCS n'est plus en mesure de nous donner une date de début des travaux. Ils sont toujours dans leur logique de dilatoire face à cette situation extraordinaire, très difficile pour les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à décréter 24 heures de journée sans ticket et 24 heures de cessation de toutes les activités pédagogiques renouvelables et invite le ministre à assumer pleinement ses responsabilités quant aux conséquences de cette situation qui pourrait s'aggraver. À Keur Massar, la culture peine à prendre son envol, freinée par un cruel manque d'infrastructures dignes de ce nom. Les acteurs culturels lancent un appel pressant à l'État pour soutenir ce secteur, véritable levier de croissance économique et de cohésion sociale. Le Cri du Cœur intervient à l'approche de la fête de la musique célébrée le 21 juin prochain. À cette occasion, Wally Seck et le groupe Ramdan se produiront au terrain Yekini pour rassembler les Massarois et Massarois autour des valeurs d'unité et de rayonnement culturel.
Par rapport au domaine de compétences culturelles, déjà les infrastructures qui vont accueillir toutes les couches de la culture, c'est une nécessité pour un département comme Keur Massar. Je dirais même pas pour la commune, mais pour tout le département, avec une capacité de réception digne de ce nom, permettant de réceptionner tout artiste de toute nature. Donc il y a pas mal de jeunes qui vivent de la culture ici à Keur Massar et qui représentent Keur Massar partout, dans tous les secteurs. Et nous comptons bien porter ce plaidoyer, Inch'Allah, le jour de l'événement, à travers les possibilités que nous ayons, afin que le message soit porté à qui de droit. Actualité hors de chez nous, au Mali. En bref, la contestation politique ne faiblit pas. Ce mercredi 21 mai, d'anciens responsables de partis récemment dissous ont engagé des procédures judiciaires pour contester cette dissolution. Muntaga Tall, ex-ministre et avocat, endosse le rôle de coordinateur juridique dans cette bataille, bien qu'ayant peu de chances d'aboutir. Cette démarche est jugée symboliquement essentielle pour dénoncer l'autoritarisme de la transition en cours. Le reste de l'actualité internationale en Afrique du Sud, Ramaphosa critiqué pour son silence face aux accusations américaines d'assassinat de fermiers blancs en Guinée. Le forum sur la presse s'est achevé après 3 jours d'échanges et aux États-Unis, 80 sénateurs veulent durcir les sanctions contre la Russie. Déception en Afrique du Sud après l'échange entre Donald Trump et Cyril Ramaphosa à la Maison-Blanche. Des Sud-Africains reprochent à leur président de n'avoir pas suffisamment riposté aux accusations d'assassinat systématique de fermiers blancs renouvelées par le président Donald Trump. Pour beaucoup, Cyril Ramaphosa a été pris à contre-pied par Donald Trump lors de leur échange. Cela ne s'est pas passé aussi bien que le président Ramaphosa l'avait prévu. Trump s'était préparé à l'avance et il a continué à raconter que l'Afrique du Sud était une société très violente, a expliqué le Dr Weston Shilao Kawatemba, expert en relations internationales. La déception est totale sur toute la ligne car Donald Trump ayant utilisé cette audience pour marteler sur ce qu'il reproche à l'Afrique, de quoi remettre en cause la visite de Ramaphosa. Si Ramaphosa attendait profiter de la rencontre pour remettre sur les rails les relations entre son pays et les États-Unis. À Conakry, le forum sur l'avenir de la presse est achevé après 3 jours de débat entre journalistes, patrons de presse et représentants de l'État. De principales annonces en sont sorties, la création d'un organe d'autorégulation des médias et l'élaboration d'une convention collective réclamée de longue date par les syndicats. En revanche, les atteintes les plus flagrantes, la liberté de la presse en Guinée, n'ont bénéficié que d'une place secondaire dans les débats. Et ces 2 propositions feront l'objet de nouvelles discussions dès la semaine prochaine avant d'être soumises à la haute autorité de la communication. Le cas du journaliste disparu depuis 6 mois a été aussi évoqué dans les recommandations formulées à la conclusion du forum. Le Sénat américain se tient prêt à dégainer une nouvelle sanction, mais le chef de la République Chambre haute attend les consignes de la Maison-Blanche pour soumettre le texte au vote. Soutenu par 80% des sénateurs, ces nouvelles sanctions dépendent donc désormais du feu vert de Donald Trump. En effet, le Sénat américain pousse pour augmenter la pression sur la Russie. 80 sénateurs issus de 2 partis soutiennent une proposition de loi visant à imposer de nouvelles sanctions. Accusé de faire traîner les négociations pour un cessez-le-feu de la part de la Russie, mais ne sera soumis qu'au vote avec le feu vert de la Maison-Blanche. 4 jours après l'échange téléphonique entre le président américain et son homologue russe, Washington attend toujours que Moscou transmette des termes pour un cessez-le-feu en Ukraine. Enfin, sur la planète football, une page se tourne au Real Madrid. Luka Modric, maître à jouer de la Casablanca depuis 2012, a annoncé son départ après la Coupe du Monde des clubs. À 39 ans, le Croate quitte le club avec un palmarès exceptionnel. 590 matchs, 43 buts, 90 passes décisives et surtout 28 titres remportés, dont 6 Ligue des Champions et 1 Ballon d'Or. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de CTV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve à 21h dans cet à débattre, le débat de la rédaction. Merci de votre fidélité. Au revoir.